Alors, rebonjour pour ceux qui étaient présents et bonjour pour les nouveaux arrivants. Merci pour votre présence parmi nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Breaking MLOps que nous allons vous présenter aujourd'hui. Donc, nous allons commencer. Alors, oui. Je me présente rapidement et je vais laisser du coup la parole aux deux autres personnes, Mathéo et Camille, pour se présenter aussi. Donc, je suis Baha Eddin Nil, je travaille à Kirus, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant, et je suis data scientist, et mon domaine de prédilection, je travaille principalement avec Python. Voilà. Moi, c'est Mathéo David. Donc, je suis MLOps chez Kerus. Donc, j'ai intégré Kerus il y a un peu plus d'1 an et demi. J'ai 4 ans d'expérience. Et puis, bon, je vais pas en dire plus parce qu'on a beaucoup de temps. Allez, je te laisse la parole, Camille. Bonjour à tous, moi je suis consultante en organisation chez Kerus Management et donc j'interviens sur ce webinaire pour parler davantage des aspects RSE du MLOps, puisqu'on notamment sur ces sujets de gouvernance. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous avez des questions et on répondra à toutes ces questions à la fin du webinaire. Du coup, au programme, on va voir ensemble donc la définition du MLOps. Va vous présenter ça. Moi, je vais vous présenter du coup les objectifs clés pour votre réussite vers le passage en production avec le MLOps. Camille vous parlera du coup de la gouvernance de l'IA et de la politique RSE. Et enfin, points 4 et 5, donc on fera un petit passage sur un POC que j'ai réalisé, un POC open source, sur comment on peut faire avec peu de moyens une mise en situation MLOps. Je te laisse continuer, Bah. Yes, merci Mathéo. Alors, vous allez nous dire qu'est-ce que le MLOps. Le MLOps est aussi connu sous le nom de Model Ops, qui est une discipline relativement nouvelle qui a émergé sous ses noms vers la fin de 2018. Et elle combine les principes de la gestion des opérations et du machine learning pour optimiser le développement, le déploiement et la maintenance des modèles de machine learning. Et pour mieux comprendre le concept, il est important de ne pas confondre MLOps avec AIOps, qui est un tout autre domaine. L'AIOps ou le Artificial Intelligence for IT Operations utilise l'intelligence artificielle pour résoudre des défis opérationnels spécifiques. Par exemple, dans le cadre de l'AIOps, on pourrait utiliser l'IA pour effectuer de la maintenance prédictive. Cela va signifier qu'on va envoyer des alertes pour les équipes de DevOps sur des pannes de réseau potentielles avant qu'elles ne se produisent. Et cela va permettre une résolution proactive des problèmes. Alors, on va continuer en explorant pourquoi le MLOps est si important. Le terme MLOps peut vous sembler familier car il s'inspire fortement du concept de DevOps, qui a révolutionné la gestion des opérations et du développement logiciel en rationalisant les modifications et les mises à jour. Le MLOps et le DevOps partagent plusieurs objectifs. Premièrement, il y a une automatisation robuste et une confiance accrue entre les différentes parties, les différentes équipes. Et il permet la gestion complète du cycle de vie de la construction aux différents tests et à la mise en production. Mais aussi, il partage aussi la livraison continue et la haute qualité des solutions déployées. Et cependant, il y a une différence essentielle entre les deux. Le déploiement du code logiciel est très différent du déploiement de modèles de machine learning. En machine learning, les données changent constamment et cela nécessite une adaptation continue des modèles. Et donc, la complexité réside dans la gestion simultanée du code et des données.
Et si on prend en plus du DevOps, il est important aussi de considérer le DataOps qui a été introduit par IBM en 2014. Et le DataOps vise à fournir des données prêtes à l'emploi rapidement et à gérer la qualité des métadonnées. Donc maintenant, nous allons examiner les principaux défis de la gestion du cycle de vie du machine learning. Il y a trois raisons principales pour lesquelles la gestion des cycles de vie du machine learning à grande échelle est un défi. Premièrement, c'est les nombreuses dépendances. Les données et les besoins des entreprises évoluent constamment et donc les modèles doivent être réajustés ou parfois juste tout simplement ajustés pour garantir qu'ils répondent aux attentes initiales et aux besoins. Et deuxièmement, il existe différents langages. Et surtout quand on regarde les différentes équipes au sein d'une même entreprise. Et donc, ces différentes équipes, si on leur rajoute le métier, chacun il utilise des outils différents et chacun a des compétences différentes aussi. Ce qui peut entraîner des malentendus et des inefficacités. Et troisièmement et dernièrement, les data scientists ne sont pas des ingénieurs logiciels. Et donc, la plupart de ces data scientists se spécialisent dans la création de modèles, mais doivent souvent assumer plusieurs rôles, ce qui rend la gestion compliquée à grande échelle. Et donc, c'est ce qui fait que le MLOps est une discipline unique de nos jours. Super. Merci Bah pour cette présentation de la définition du MLOps. C'était très très clair, très très fluide. Je vais continuer le sujet pour vous parler des objectifs clés du MLOps en 5 points. Donc ça va s'articuler autour de notre petite étoile, donc la formation, l'évaluation, la reproductibilité, le déploiement et le monitoring. Mais avant de vous parler de tout ça, j'aimerais bien que vous interveniez dans le chat pour nous dire un petit peu votre niveau de maturité au sein de votre entreprise, comment vous vous sentez sur le MLOps, est-ce que vous êtes des champions ou est-ce que vous débutez? Voilà, j'ai mis une petite pyramide. Donc niveau 1, pas de MLOps, on fait tout à la main, on déploie les choses à la main, c'est manuel, c'est itératif, c'est un peu long. Au niveau DevOps, c'est cool, vous avez fait un premier pas. C'est le plus dur à franchir, commencer à utiliser du Git, un petit peu de CI/CD, tout ça, commencer à versionner des choses. Et le 3, je pense, c'est vraiment un des steps les plus durs, c'est commencer à vraiment maîtriser votre stack et votre architecture. Vous commencez du coup à automatiser vos entraînements et même si ça se déclenche pas automatiquement, on peut se dire qu'en quelques clics, vous arrivez à lancer des entraînements automatiquement. Le 4, c'est dans la même lancée, on arrive à déployer le modèle. Là, on parle plutôt de déploiement de modèle et pas forcément de déploiement de code. Hein. On est plutôt orienté sur la partie ML. Et puis enfin, 5, la dernière partie, là, vous êtes des monstres du MLOps, vous savez tout faire. Et si vous marquez 5, c'est super sympa d'être passé. Mais je pense que on n'aura pas beaucoup de choses à vous apprendre si vous êtes au niveau 5. Voilà. Du coup, je vous laisse, si vous avez envie de noter un petit peu votre niveau de maturité, comment vous vous ressentez au sein du MLOps. Voilà, dans le chat, ça nous ferait super plaisir d'avoir un feedback de votre part. On a déjà quelques réponses. Ah, super. Donc, pour commencer ces objectifs clés, je voulais un peu vous parler reparler un peu du cycle de vie, enfin les étapes nécessaires chez un data scientist. Le data scientist, il va faire des expériences, il va itérer, c'est comme ça qu'un data scientist fonctionne. On peut pas arriver avec un cahier de charge et dire on va prendre tel modèle, telle feature et on va prendre tel paramètre, ça marche pas. On a besoin de faire des tests. Donc de la même manière, on a besoin de tester différents algorithmes en fonction du cas d'usage. Puisque en fonction du cas d'usage de nos données, certains algorithmes vont être meilleurs ou moins bons. De la même manière pour les données, donc les features, vous allez avoir différentes sources de données, donc vous allez voir le data scientist, lui ce qui l'intéresse c'est d'avoir une seule source. Lui, le data scientist, il veut pas s'embêter avec 12 bases de données, une API REST, du JSON, du CSV, tout ça c'est trop compliqué pour lui. Donc là, pour la feature selection, on peut utiliser des feature stores qui vous permettent du coup de centraliser toutes vos données et les mettre à disposition quasiment nettoyées ou quasiment prêtes à l'emploi pour votre data scientist. Comme ça, lui, il arrive,
il prend vos features sur étagère. Il n'a pas besoin de s'embêter à faire des connexions sur différentes bases de données. Enfin, on va avoir tout ce qui est reporting. Donc, sur la phase exploratoire, le data scientist, ce qu'il va chercher, c'est à comprendre ces données. Donc, premièrement avec des statistiques de générales, mais après, c'est faire des graphes, quelques graphiques, quelques histogrammes, etc. Et enfin, c'est aussi chercher à expliquer son modèle. Camille vous en reparlera un petit peu dans la partie gouvernance de données, mais un data scientist doit être capable de vous fournir un rapport sur le fonctionnement de votre modèle, sur pourquoi mon modèle a pris telle décision, quelles sont les features d'importance qu'utilise le modèle pour prendre ces décisions. Voilà. Et tout ça, on va itérer, ça va faire l'objet d'une expérience. Et on va avoir du coup plusieurs expériences qui vont composer une version, plusieurs expériences qui vont composer une seconde version, et on va avancer comme ça. Le but de fonctionner de manière itérative avec ces expériences, c'est de pouvoir faire en sorte que ce qui est fait en laboratoire soit reproduisable en production. Donc, notre data scientist, il fait un super travail, mais il peut pas arriver devant les ML ingénieurs avec seulement le gâteau. Il peut pas arriver seulement avec le modèle et dire voici mon travail, je vous donne mon modèle et à vous de le mettre en production. Il faut que le data scientist, si je fais parallèle avec un cahier de recettes, puisse mettre en place un cahier de recettes où il aura listé donc tous ces paramètres nécessaires pour réaliser l'entraînement, ainsi que toutes les étapes obligatoires pour faire l'entraînement. Et ainsi, avec ça, eh bien, votre data scientist il vous fournira la recette, tous les ingrédients qu'il faut, les données, le code, les paramètres, les variables d'environnement s'il y en a, et à la fin, les artefacts qui ont été produits. Un modèle, des données de transit, des rapports d'explicabilité, une EDA, donc une exploratory data analysis sur comment sont mes données. Voilà. Tout ça, ça doit être le package que doit vous fournir un data scientist une fois qu'il a fini son travail en laboratoire. Une fois qu'on a ça, là, maintenant, ça va être le travail du ML engineer. Lui, il va s'occuper de prendre tout ça et de reproduire le plus fidèlement possible ce qui a été réalisé dans le laboratoire par le data scientist. D'où l'importance de vraiment avoir ce qu'est la recette à jour. Et donc, pour répondre à cette question-là, comment on fait ça? Eh bien, on a différentes possibilités. Donc, la première chose, ça va être de tracer toutes les expériences qu'on fait. Même si ce sont des expériences de courte durée, des expériences où on se dit c'est des expériences poubelles, dans tous les cas, peut-être ça marchera pas, on sait jamais, gardez-la sous le coude, essayez de faire en sorte de maximiser toutes les expériences possibles en version 1. Donc pour ça, on peut utiliser des outils comme DVC ou MLflow qui vous permettent de versionner ces expériences-là. Donc en fait, vous allez dans votre code, tout simplement, noter les paramètres qui ont été utilisés, ainsi que noter toutes les métriques qui ont ressorti de l'entraînement pendant l'expérience. Ça va être du coup aussi versionner les données et versionner le code. Je prends un exemple très simple. Pourquoi versionner les données? On pose souvent la question. Vous êtes dans une V1, vous travaillez sur un jeu de données à 10 colonnes. Votre code, il fonctionne pour un jeu de données à 10 colonnes. Vous faites une V2, votre jeu de données à 11 colonnes, votre code fonctionne pour 11 colonnes. Okay. La V2, elle marche pas bien, vous voulez revenir sur la V1. Okay. Votre code, c'est facile, vous avez Git, vous savez faire, vous savez revenir sur le code de la V1. Sauf que votre code de la V1 fonctionne sur 10 colonnes. Vos data, par contre, si vous les avez pas versionnés, vos data ont 11 colonnes. Vous vous retrouvez avec des data avec une table de 11 colonnes et un code qui fonctionne à 10 colonnes. Et là, vous êtes un petit peu ennuyé. Qu'est-ce que je fais? Je modifie les données, je modifie mon code. Si vous avez versionné les données, vous êtes en capacité, du coup, de reproduire une expérience dans son entièreté sans avoir à faire de la bidouille. Donc, comme ça, vous pouvez, du coup, reproduire une expérience à un instant T avec tous les artefacts qui étaient nécessaires à cet instant pour reproduire cette expérience-là. Et donc ça peut se faire avec DVC. Et enfin, une fois qu'on aura fait tout ça et qu'on aura bien noté tous nos paramètres, tout ça, les data scientists sont super contents parce qu'en fait, ils vont avoir plein d'outils à disposition, ils vont savoir tous les paramètres de leur expérience, toutes les versions, pouvoir revenir en arrière. Ils vont avoir des graphiques, il va falloir mettre à disposition des graphiques pour visualiser
un peu les courbes, comment ça se passe l'entraînement, où est-ce qu'ils en sont les modèles, et ils vont pouvoir les comparer et dire ce modèle-là est meilleur que celui-là, ce modèle-là il est moins bon, celui-là il est un peu plus lent, celui-là il fonctionne mieux dans ce cas-là, etc. Et après vous allez pouvoir argumenter pendant les phases de brainstorming et vous dire est-ce qu'on s'arrête sur cette version-là ou est-ce qu'on continue. Donc je continue sur la clé du déploiement. Donc aujourd'hui, les modèles, on a deux solutions pour les déployer, soit en modèle as a service, soit en embedded modèle. Donc le modèle as a service, c'est tout simple, on prend notre modèle, on le met dans une API REST sur un endpoint, et votre modèle du coup est consommé au travers d'un URL sur Internet. Il est accessible soit en intranet, soit en Internet. Ou la deuxième solution, votre modèle, vous le mettez sur une application, sur un logiciel, sur un téléphone, sur de l'IoT. Et là, par contre, il est vraiment pas connecté à Internet. Comment du coup on déploie tout ça? On a deux possibilités. Pour le code, il y a une solution bien connue, hein, c'est Docker. Donc on va containeriser tout le code dans une boîte, et cette boîte-là, en fait, on va pouvoir la déployer sur n'importe quel environnement, sur n'importe quel OS, du Linux, du Windows, peu importe les versions, ça fonctionnera. Et pour le modèle, là, ça va être un petit peu plus touchy, puisque vous allez pouvoir vous retrouver avec des cas où en fait, votre client, lui, il a une archi avec TensorFlow, et vous, en tant que prestataire, vous pouvez avoir une archi, je sais pas, soit avec le même TensorFlow, mais pas dans la même version. Ça peut arriver. Ou vous avez encore pire, vous avez un PyTorch. Et donc là, vous pouvez vous retrouver coincé. Et comment on envoie du coup le modèle de la dev à la prod? Il y a des solutions comme ONNX, donc Open Neural Network Exchange. C'est l'un des plus connus, il y en a d'autres. Mais celui-là va vous permettre du coup de faire une translation, une traduction de votre modèle d'un format à un autre. Et de la même manière, ONNX, il peut aussi permettre de faire l'inférence sur certains modèles. Donc, en termes du coup de déploiement, les clés aussi de la réussite, ça va être de s'assurer que votre déploiement il est rapide, automatique et qui minimise les interventions humaines, puisque on le sait, les interventions humaines elles coûtent cher et elles demandent du temps. Donc celles-ci, on veut vraiment les minimiser au maximum pour que votre déploiement il se fasse au mieux en clic bouton. C'est tout ce qu'on rêve, c'est qu'en un clic bouton, j'ai toutes mes artefacts qui soient construits et qui soient déployés sur Internet, ça serait magique. Mais pour arriver à là, il va falloir faire beaucoup de travail. Et donc pour arriver à ça, il va falloir une CI/CD qui est très robuste. Donc on va se poser différentes questions, notamment sur la qualité du code en premier. Est-ce que notre code respecte les standards en termes de normes? C'est-à-dire est-ce qu'on respecte les normes PEP8 pour Python? Est-ce qu'on a mis un linter? Voilà. Est-ce qu'on a mis assez de documentation de docstring? Est-ce qu'on a mis assez de commentaires? Est-ce qu'on a évité de faire du français-anglais? Voilà, on a bien sélectionné une langue en particulier. Ça va être aussi, est-ce que le modèle qui est passé en production, il respecte toujours les caractéristiques qui avaient été définies en laboratoire. Donc, il va falloir revalider ce modèle-là en production. Donc, lui refaire passer une batterie de tests pour vérifier qu'il il est conforme à l'attendu. En termes de gouvernance, ça va être du coup, donc là, c'est sur la partie déploiement, mais en fait, on va voir vérifier que notre modèle respecte les critères de gouvernance que Camille expliquera en toute fin de ce webinaire. Voilà, c'est très important la gouvernance, notamment en termes de sécurité et de transparence. Et puis, c'est sur la donnée, c'est revalider que nos données sont bonnes, que vérifier qu'il les données ne dérivent pas, que le modèle ne dérive pas, ou qu'il n'y a pas de données sensibles qui sont injectées dans le système en production. Pour continuer, donc la partie la plus marrante du MLOps, qui partage aussi du coup avec les DevOps et les data scientists, c'est le monitoring. Donc je sépare en deux DevOps et data scientists, puisque côté monitoring, les DevOps, eux, ce qui vont leur intéresser, c'est mon système, combien il consomme de ressources,
Est-ce qu'il est saturé ou pas? Est-ce qu'il me reste de la mémoire? Est-ce qu'il me reste du stockage? Il va me falloir des indicateurs, un tableau dans lequel je vais pouvoir avoir des chiffres ou à un coup d'œil j'ai ces résultats-là. Il faut pas que j'ai besoin d'aller dans mon serveur faire un hashtop pour voir où est-ce qu'on en est. Il faut que toutes ces données-là soient rassemblées dans un outil comme Grafana et Prometheus pour collecter ça. Et comme ça, vous pouvez suivre. Vous prenez votre café, vous allumez Grafana, tout se passe bien. Et surtout, c'est des outils qui vous permettent de vous donner des alertes. C'est-à-dire que si certaines jauges dépassent les niveaux que vous avez spécifiés, ça peut vous envoyer un mail. Et dans ce cas-là, hop, vous agissez en conséquence et vous êtes proactif. Donc ça, c'est pour la partie DevOps, voilà, donc ressources, performance, trafic. Et côté data scientist, eux, ce qui vont les intéresser, c'est de savoir, est-ce que le modèle est en bonne santé. Donc c'est-à-dire, est-ce que le modèle a toujours une bonne accuracy. Donc ça, comment on le fait? Quand on a des données labellisées, c'est assez facile. On pourrait se dire que l'équipe a relabellisé des nouvelles données et du coup, on pourrait le donner au modèle pour faire une évaluation pendant qu'il est déployé pour voir est-ce qu'il arrive toujours à bien fonctionner. C'est aussi regarder du coup les niveaux d'erreur, la latence du modèle, est-ce qu'il est toujours aussi performant qu'avant, est-ce qu'il prend toujours le même temps pour répondre. Et puis ça va être aussi sur la partie dérive des données, donc data drift, c'est est-ce que mes données d'inférence que mon modèle consomme sont statistiquement ou ont la même distribution que les données d'entraînement que j'ai utilisées pour le modèle. Puisque parfois on le sait, les données évoluent. Donc les données d'entraînement, elles sont censées refléter au maximum les données du monde réel. Donc c'est bien, le monde réel évolue, il n'est pas statique. Donc vous avez un risque de drift de données. Et justement, pour en parler un petit peu plus de cette dérive de données, je prends un exemple très concret. Si vous avez un modèle qui cherche à faire de la prédiction des tendances de vêtements de mode, imaginez, je prends une photo d'un vêtement et mon réseau me donne une note pour me dire si mon vêtement est tendance ou pas. Voilà. Vous voyez bien que la mode évolue constamment et mon modèle, je vais devoir le recycler peut-être tous les trimestres. À l'inverse, si j'ai un modèle de, classification des fleurs, les fleurs n'évoluent pas trop, voire pas du tout, où il faut plusieurs décennies avant qu'il y ait quelque chose qui change. Et le recyclage peut-être interviendra si on découvre de nouvelles espèces ou pour faire des optimisations en termes de rapidité, etc. Donc, l'importance de la dérive des données est la dérive des données est quelque chose qu'il faut vraiment avoir, sur lequel il faut avoir un œil, puisque en fait, souvent, on va pouvoir constater cette dérive avant que le modèle tombe en panne. Donc, ça peut être précurseur sur votre futur recyclage. Et surtout, sans cet indicateur-là, vous êtes dans l'incapacité de savoir à quelle fréquence vous devez recycler votre modèle. C'est-à-dire que le modèle va devoir le recycler à partir du moment où les données ont dérivé par rapport aux données d'entraînement. Si vous n'avez pas un indicateur qui vous dit de combien vos données ont dérivé, vous ne pouvez pas dire si votre modèle doit être recyclé. Vous pouvez le faire simplement à la louche, ok, je le recycle tous les mois, mais est-ce que c'est nécessaire? Et du coup, ça rejoint ce que Camille évoquera sur la RSE. Est-ce que c'est écologique de recycler un modèle si c'est pas nécessaire? Là, sur des gros modèles, on peut se poser les questions. Du coup, je te laisse la main, Camille, pour parler de gouvernance et de RSE. Ouais, tout à fait. Donc, par rapport à ces sujets de RSE, en fait, comme vous le savez, l'IA et donc les MLOps au global ont pas mal de risques. Et le fait d'établir une gouvernance, ça permet de prendre en compte l'ensemble de ces enjeux qui sont soulevés par les différents modèles. Donc, le premier enjeu, ça va être justement tout ce qui tourne autour du risque, puisque le fait d'implémenter ces modèles, il va y avoir un certain nombre de risques qui vont en ressortir, qu'il faut réussir à mettre en balance
des avantages qui vont être mis en place et gagnés grâce à la mise en place des modèles. Donc, du coup, pour pouvoir bien évaluer ces risques, c'est très important de pouvoir écouter des parties prenantes diverses et donc de construire une gouvernance qui mette autour de la table ces parties prenantes qui vont avoir un regard différent sur les risques qui peuvent arriver avec la mise en place des différents systèmes. Donc ça va être le premier grand enjeu, de réussir à cartographier ces risques en fonction de ce qui est vu par les différentes parties prenantes et de les mettre en balance au regard des opportunités qui sont ouvertes pour réussir à voir qu'est-ce qu'on est prêt à prendre comme risque à la fois à court terme et puis plus aussi à moyen terme. Le deuxième enjeu, ça va être plus lié au sujet de transparence, puisque avec la complexification des modèles, les systèmes sont de moins en moins compris par les personnes même qui les structurent et qui les réalisent. Et donc, il y a vraiment un grand enjeu pour les entreprises de réussir à tracer les modèles, comment ils ont été construits, quelles sont les hypothèses qu'on a prises et comment est-ce qu'on a voulu les orienter, d'où l'importance comme Mathéo disait avant, de pouvoir tracer tout ce qui a été fait pour pouvoir réussir à garder cette transparence et cette explicabilité au maximum pour pouvoir répondre aussi aux enjeux qui sont posés par l'IA Act qui demandent justement d'avoir cette transparence des différents modèles pour qu'on puisse expliquer comment sont prises les décisions. Les derniers sujets qui sont extrêmement importants à prendre en compte aussi en construisant la gouvernance autour de ces systèmes d'IA, ça va être les sujets de biais et puis plus globalement tous les sujets d'éthique, puisqu'en fonction des différentes bases de données qui peuvent être utilisées, il va y avoir un certain nombre de biais qui vont en ressortir. Mais globalement, quand même, ce qu'il faut retenir, c'est que quoi qu'on essaye de faire, il va y avoir des biais qui vont exister. Et donc, il faut toujours avoir une démarche en fait de questionnement, déjà réussir à comprendre que chacun d'entre nous, on a des biais, donc être toujours en train d'essayer de questionner la manière dont on peut construire ces différents modèles, et puis aussi sensibiliser évidemment toutes les personnes qui participent à la création des modèles pour qu'ils se posent en permanence la question et qu'ils se challengent les uns les autres pour réussir à voir où sont les biais qu'on met dans le modèle, et puis comment est-ce qu'on peut réussir à les limiter au maximum. L'autre sujet qui est extrêmement important avec tous les systèmes d'IA, ça va être les sujets environnementaux, évidemment. Donc pour ça, si tu peux passer à la slide suivante. Donc en fait, pour réussir à prendre en compte les impacts environnementaux, il faut avoir une vision multiple à la fois sur tous les impacts au cours du cycle de vie du modèle, donc à la fois dans sa construction en amont, le développement, son entraînement, et puis aussi sa phase d'utilisation et la fin de vie. Bon, aujourd'hui, c'est pas trop encore forcément le cas, mais malgré tout, comment est-ce qu'on gère cette fin de vie? Est-ce qu'on peut recycler un maximum de modèles? Donc ça, c'est l'un des premiers aspects multiples à prendre en compte, et l'autre aspect c'est vraiment l'aspect multicritère qui est aujourd'hui pas forcément bien appréhendé, puisque en général on se focus uniquement sur une approche gaz à effet de serre, donc plus CO2, qui ne va pas prendre en compte tous les impacts autres qu'il peut y avoir, notamment en termes de gestion des ressources et en termes de gestion de l'eau. Donc ça va être des enjeux qui sont particulièrement importants pour tout ce qui va être sur les terminaux qui vont être utilisés, les data centers, etc. Et qui ont des impacts qui sont extrêmement forts et souvent plus importants que ce qu'il peut y avoir en termes d'impact CO2, notamment dans des pays où l'énergie est relativement décarbonée comme la France. Et donc finalement, ces impacts énergétiques vont pas forcément être les plus importants, au moins à court terme. Donc finalement tous ces enjeux à la fois donc de risque, d'éthique, de transparence, environnementaux, ils sont extrêmement compliqués à appréhender et à réussir à voir comment est-ce que on les met, on les place en regard du développement des systèmes, d'où l'importance vraiment de construire cette gouvernance dans l'entreprise pour mettre autour de la table les différents acteurs, discuter sur tous ces challenges et comment est-ce qu'on peut réussir à les résoudre et à les mettre au regard des besoins de développement qu'il peut y avoir par ailleurs. Merci Camille pour cette intervention sur l'environnement et la gouvernance.
On va passer du coup à un petit point sur l'architecture, comment vous pouvez articuler votre architecture. On va faire ça rapidement. Donc là, c'est une petite présentation d'une architecture assez simple. Donc, on voit à gauche qu'on a différents enregistrés à la fois pour les données, les modèles, les expériences et le code ou la configuration. Tout ça passe par une CI/CD qui va gérer à la fois le réentraînement. Cette CI/CD va du coup créer des containers et ces containers vont être déployés sur une API qui va être consommée par un utilisateur et cette API-là, on va pouvoir la monitorer. Ça, c'est l'architecture assez simple. Là, on a une architecture un peu plus évoluée, c'est celle que je vais présenter dans le POC juste après. Donc, on a en fait différents points d'entrée. Donc, nos data viennent d'ici. On peut du coup réaliser une EDA, donc Exploratory Data Analysis sur ces données-là. On va pouvoir aussi s'amuser à soit faire des données d'entraînement, soit vu qu'on aura des données labellisées, faire de l'inférence en mode batch avec des lots, soit en mode live directement au coup par coup comme un utilisateur lambda. Ici, c'est la partie du coup création du modèle qui est complètement gérée par DVC. Donc c'est DVC qui va s'occuper de la pipeline de créer un modèle, récupérer les données, l'entraîner, l'évaluer. Et il va aussi s'occuper du coup de versionner toutes les expériences qui ont été nécessaires pour réaliser ce modèle-là. De ce côté-là, on va avoir du coup la gestion de la dérive des données et de la qualité. Et puis enfin, voilà, le déploiement du modèle ici sur un endpoint API. Et on a aussi d'autres choses, donc les artefacts, donc artefacts de code, de modèle et de container. Et pour la partie monitoring, on va avoir du coup différentes interfaces, donc un DVC et un Grafana. Malheureusement, vu le temps qu'il nous reste, on n'aura pas le temps de couvrir toutes les parties du POC. Donc je vais directement aller sur l'interface. Donc ce POC-là, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est simuler un peu le cycle de vie d'un modèle. Donc on s'est basé sur un modèle assez simple, un random forest basé sur la donnée de Iris. Et ce qu'on a voulu vous montrer, c'est qu'est-ce qui se passe si mes données évoluent, comment je peux le détecter et comment je peux automatiser mon déploiement, mon réentraînement et mon recyclage. Donc, premièrement, déjà, mon réentraînement ou mon entraînement de modèle, moi, voilà, j'ai juste à dire à mon API, voilà, tu te réentraînes et il va aller réentraîner mon modèle. Tout est mis dans des containers et juste, voilà, en clic-bouton, il se débrouille. Il va aller me reproduire un random forest avec certains paramètres. Donc moi, je lui ai dit, tu me fais ça avec 7 arbres et tu me prends l'arbre qui a l'arbre qui a le plus la meilleure accuracy. En fait, il va tester avec un arbre, 2 arbres, 3 arbres jusqu'à 7 et tu me prends celui qui a le meilleur accuracy, tu me le déploies. Alors quand je dis tu me le déploies, c'est tu le rends accessible à cette API là. Donc en fait, il va être déployé dans un stockage S3 et puis après on va le reprendre pour le remettre à disposition. Et donc là en fait, j'ai redéployé mon modèle sans même avoir à redéployer un Docker. Alors, on peut faire ça juste en allant chercher, en déployant des modèles sur un S3 et en allant récupérer et le remettre dans une API. C'est assez simple à faire. Il n'y a pas besoin de redéployer un Docker. Donc notre petit générateur, il est ici. Donc on peut tester du coup. Là, je vais lui envoyer 170 requêtes à notre API pour voir comment elle se comporte. Donc là, en bleu, j'ai les données d'origine et en rouge, c'est les données synthétiques. Donc ce sont des données que mon réseau de neurones n'a jamais vues. Et vous voyez qu'il y a d'autres paramètres, ça j'y reviendrai juste après. Et donc on va voir un petit peu comment il se comporte, c'est ce qu'il a bien appris ou pas. Donc là, j'ai mon dashboard Grafana avec différentes métriques. Sur la partie du haut, c'est les métriques pour la donnée. Sur la partie du bas, c'est les métriques pour le modèle.
Et donc on voit, voilà, que notre modèle a commencé, il est pas très très fort parce que je l'ai pas mis beaucoup d'arbres. Et comme c'est des données synthétiques, il y a des fois où j'ai des bons résultats et des fois j'ai des mauvais résultats. Là, pas de chance. J'ai pas des très bons résultats. Mais n'empêche, voilà, j'ai une bonne accuracy, une accuracy de 1. Ce qui est intéressant de voir, c'est que mon détecteur de drift a tout de suite détecté que mes données synthétiques, elles étaient trop éloignées des données d'origine. D'ailleurs, il m'a dit non, tes données, elles ont déjà drift. Elles sont trop différentes. Pour autant, mon modèle fonctionne. Et si vous aviez pas eu ce détecteur-là, bah, vous auriez peut-être dû attendre que votre modèle perde en efficacité avant de devoir relancer un recyclage. Voilà. Donc pour jouer un petit peu avec cet outil-là, donc voilà, on va ajuster les paramètres pour créer un petit peu de drift, pour faire dériver les données et voir comment le réseau se comporte. Normalement, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais y aller un petit peu fort. Voir comment il se comporte. Normalement, du coup, le drift, donc vous voyez, il y a des points un petit peu partout. Là, normalement, le drift devrait avoir baissé. Et notre modèle, l'accuracy aussi, à moins d'avoir un modèle très très fort. Mais j'en suis pas sûr. Voilà. Donc là, on est passé sur 71% d'accuracy. Et pour autant, le drift a remonté. Mais en fait, comme j'ai tellement mélangé un peu mes données, que je suis un peu allé un peu fort, en fait, c'est difficile de caractériser le drift des données. Là, on est vraiment sur de la donnée synthétique un petit peu aléatoire, mais sur un cas concret avec des données qui driftent pas autant en si peu de temps, ça fonctionne. Donc là, on peut se dire, ok, notre modèle, il est pas très bon, la drift, normalement, quand ça drifte pas, c'est à 1. Et là, on est à 0,15, c'est-à-dire qu'on a quand même bien déjà drifté par rapport à l'origine. On va se dire, allez, on va reproduire le modèle. Donc là, je vais reproduire le modèle avec les données d'entraînement qui ont servi pour l'utilisation du modèle là, plus les données qui ont été utilisées pour l'afférence. Donc en fait, ce que j'ai fait pour la démo, c'est que sur les 250 données envoyées en afférence, j'en labellise 25. J'en labellise 10%. Et ces 10%, on va dire, qui sont labellisés par des humains, et c'est ça qui va me permettre du coup de réentraîner. Parce que forcément, je peux pas utiliser des données pas labellisées pour faire mon réentraînement. Voilà, il a terminé. Hop, on va refaire un essai sans drift pour voir ce que ça donne. Et normalement, notre modèle doit retrouver des couleurs. Alors, il y a une petite latence, c'est normal. Donc, en termes d'accuracy, on est bon. Le drift a remonté et bon, il détecte toujours un drift. Voilà. Donc, à prendre un petit peu à considération ce drift-là. Donc, c'est un paramètre c'est pareil, c'est un paramètre qui s'ajuste. Donc ça, c'est quelque chose que les data scientists peuvent faire. Pareil, il y a différentes méthodes pour détecter du drift. Donc, ça peut s'ajuster. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que voilà, là, j'ai vu tout de suite que mon modèle avait perdu en performance. J'ai pu le reproduire avec une API. Et tout de suite, je vois que voilà, là, je suis quasiment à 1. Donc, j'ai au moins une de mes features qui colle quasiment à mes données d'entraînement. Et ça, c'est super, parce que du coup, je peux anticiper et je peux être proactif. Voilà. Tu fais la conclusion? Ouais, vas-y. Du coup, j'ai vu qu'il y avait quelques questions qui ont été posées. Il y avait une question de Clément, il me semble. C'était sur la partie qui est objective, on reviendra plus tard à la fin. Donc, j'espère que cette présentation vous a plu et que vous avez découvert que le MLOps peut aider les data scientists beaucoup dans leur vie quotidienne et que vous avez découvert pas mal de choses et que vous allez mettre en place chez vous.
Donc, si tu veux, Faut passer aux questions, ouais. à la question, oui. Ouais, Je sais pas si tu la vois de ton côté, parce que non, de mon il faut que côté, j'arrête le partage sinon. Ouais, la question, c'est quand tu parles de feature store pour tout centraliser, tu fais référence à des bases de données vectorielles typiquement. Non, pas forcément. Je parle de Fist. Fist, c'est quelque chose qui va te permettre du coup d'agréger feature store. C'est quelque chose qui va te permettre du coup d'agréger donc toutes tes bases de données dans un seul et même une seule et même boîte. Et en fait, à la fin, ton data scientist, lui, ce qu'il aura à faire, c'est juste une requête sur une seule base de données qui est Fist. Et ça sera beaucoup plus simple. En fait, Fist, ouais, il va juste se charger d'agréger les bases de données, voire même il peut faire des relations entre les bases de données. Donc, c'est-à-dire que quand toi tu veux une feature, Fist va se charger de faire les jointures. Normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est pas vraiment comme les bases de données vectorielles qu'on peut voir dans les RAG avec les ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas si jamais vous en avez à les poser. Sachez que sinon, donc nous avec Kerus, on peut vous accompagner sur ces différents sujets. Nous côté Kerus Management, donc sur la construction de la gouvernance, et puis Kerus sur tous ces sujets de MLOps. Ok, pas d'autres questions d'après ce que je vois. Merci à tous en tout cas pour votre présence et puis je pense qu'on va pouvoir refermer le webinaire.